et bonjour. Ah, voilà, vous avez compris le principe. Bienvenue dans le point Histoire, numéro 8, je crois, de septembre, donc avec ces 2 livres et ces 3 BD. C'est, en fait, en gros, ce n'est que de la Seconde Guerre mondiale, donc si ça vous intéresse pas, voilà, hein, désolé, mais voilà, il y a 3 BD que j'ai adoré, 2 livres, dont un qu'on m'a acheté, je vais vous le dire. C'est sur des thèmes différents, et c'est assez éclectique dans la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Alors on va commencer par les BD. Ça sera beaucoup plus simple, et en plus ça pèse 3 plombes et demi. Donc on va commencer par ceux qui sont pour moi franchement, alors je regrette jamais mes achats, attention, enfin c'est rare hein, que je regrette, mais je m'attendais à autre chose de beaucoup mieux, et j'ai été déçue. Voilà. Alors c'est les 2 qui s'appellent Westfront, alors Ostfront, donc il y a écrit Stalingrad, donc c'est de Fabrice Le Hénanf, c'est donc chez à chaque fois je crois que c'est Glénat. Je suis toujours nouille, hein, mais voilà. Bon, bref, laissez tomber, je chercherai une autre fois parce que c'est pas la peine que je m'énerve. Voilà. Le deuxième, donc, c'est Ostfront, donc, et le deuxième, c'est Westfront Berlin, même auteur. Alors, dans Westfront, nous sommes donc à Berlin en 45, en mai 45, avril-mai 45, avec en fait l'itinéraire de François Molingen, donc je pense que tout le monde sait à peu près qui c'est. C'est un Français qui s'était engagé dans la SS, qui a lutté jusqu'à la fin pour, entre guillemets, pour sauver le régime, hein, on va dire. Et on va se retrouver dans ce Berlin en ruine, aux mains des Soviétiques, où on va suivre le destin de ces Français traîtres à la patrie, qui sont au pied du mur, hein, au dos au mur on va dire aussi, et des Russes qui arrivent conquérants après avoir morflé sévèrement pendant quelques années, et ils vont je vous demande 2 secondes, je suis désolée, mais alors ça commence, le général Hux est en train de mordiller un bouquin. Non, il était en train de manger mon manga, le bâtard. Non. Non, mais je vous jure, ayez les animaux, autant les bouffer. Non, je mangerai pas mon chat. Commencez pas. Donc, Berlin, etc. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu une autre BD qui s'appelle Berlin sera notre tombeau. Là, il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis, un 3e qui doit sortir, qui est largement meilleur que celui-là. J'ai trouvé les dessins un peu grossiers, moins travaillés pour moi en tous les cas. Enfin, ils sont travaillés, mais voilà, ils étaient beaucoup plus légers, plus grossiers dans les traits. Il y a un petit clin d'œil quand même, notamment dans celui-là, aux 7 mercenaires, puisqu'on retrouve des traits de Lee Marvin, de Yul Brynner dans certains personnages. C'est peut-être ça aussi qui m'a un peu... Voilà. Mais j'ai pas trouvé que c'était le meilleur sur ce point-là. J'ai pas trouvé que c'était à la hauteur de Berlin sur notre tombeau. Sur le même thème en plus, hein, c'est véritablement ces Français dans la SS. Donc voilà, ça m'a un peu gêné. Autre, puisque c'est, on va dire, le pendant. Cette fois-ci, on est à Stalingrad, donc pas la peine de sous-titrer, hein, voilà. Et cette fois-ci, c'est le même écueil que je vais dire. C'est-à-dire que, pareil, alors là, je trouve qu'il survole déjà, premièrement. Il y a 3 personnages qu'on suit, 3 Allemands qui sont assez différents de convictions, d'avis, etc. Mais moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... que ça survolait vraiment beaucoup, sachant que cette guerre des rats est quand même, Dieu seul sait, voilà. Mais il n'y a pas la profondeur qu'il y a. Alors oui, effectivement, je pense que c'est une des meilleures BD qui a été faite sur le front russe, qui s'appelle L'Armée des Ombres en 4 tomes d'Olivier Spentens. Alors c'est peut-être pour ça, parce que moi je l'ai trouvé tellement sublimissime, bien foutu, etc. Alors je dis pas que c'est pas bien foutu, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est fouillé, il s'est renseigné le gars, hein, il n'est pas débilus.
Mais voilà, je trouve que même dans les tonalités, dans les couleurs, il n'y a rien qui m'a attiré. Voilà. Le seul truc qui m'a plu à chaque fois, c'est les petites explications de fin. Voilà. L'espèce d'épilogue et de petits carnets que certains font à chaque fois. Voilà. Les deux, je les ai lus. Mais j'ai pas été plus transportée que je l'avais été pour l'Armée des Ombres et pour de Berlin sur un autre tombeau qui était pour moi d'un niveau largement supérieur. Et là, téléphone, ah bah vous savez, hein, chez nous c'est comme ça. Bon, désolé, ça va être la vidéo la plus décousue du monde, hein, mais c'est les impératifs de quand on tourne et qu'on ne fait pas de montage. Maintenant je sais où on met pause, mais c'est pas dit que je me rappelle la prochaine fois. Autre BD, la dernière que j'ai lue, donc ça s'appelle Vanzi, donc du même auteur, hein, Fabrice Le Hénaff. Cette fois-ci c'est chez Casterman, c'est écrit en gros. Alors cette fois-ci on est, hein, bon, donc là je pense que je peux pas faire mieux que de, hein, non. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est compliqué de vous dire autre chose. Voilà. Alors Vanzi est on va dire un banlieue, maintenant quartier de Berlin. C'est là où va se tenir cette fameuse conférence où va être établi le protocole de Vanzi, donc en gros qui va amener à la solution finale, hein, je rappelle, menée de main de de main de fer, dans un gant de fer par le cerveau d'Himmler, donc Heinrich. Et alors là, c'est une BD qui, je pense, peut être donnée aux personnes qui ne connaissent rien sur ce sujet, ou pas trop. Parce que contrairement à ce qu'il a fait pour les deux autres, c'est hyper bien foutu. Voilà, c'est une BD bien faite, bien construite sur le protocole, qui montre toutes les ramifications des personnages. Alors pas forcément en plus uniquement cette volonté de détruire tout le monde, enfin ceux d'en face, mais aussi les ambitions de chaque homme et tout ce qui a poussé certaines personnes à accepter ce protocole, en tous les cas cette solution finale, uniquement pour servir ses propres petits intérêts perso. Ah oui, non, mais oh là, il y avait du gros salopard, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai vraiment... Alors, je trouve que c'est une BD qui peut être mise entre toutes les mains. Que ça soit un ado qui n'y connaît rien ou un adulte qui veut savoir un peu plus. Même les gens qui, comme moi, n'ont plus rien à apprendre sur le sujet. Enfin, en tous les cas, sur ça. J'ai trouvé que c'était très agréable à lire. C'était très facile, didactique. Je dirais même c'est pédagogique comme BD. Ça peut même être étudié en cours. Je pense que si vos gosses vont aborder cette histoire-là à ce moment-là, vous pouvez même leur coller dans les mains. Ils vont en apprendre beaucoup plus peut-être que sur le polycopier du prof. Hein, voilà. Parce que ça, c'est vraiment je pense même à mon époque, c'est véritablement une des points d'histoire qui a été abordée, mais on va dire en 10 minutes chrono, en nous expliquant en grosso modo, quoi. Voilà. Moi, il a fallu que je lise, que j'aille me documenter, que je lise je sais pas combien de livres sur ce truc-là, des mémoires, les machins, tout. Voilà. Donc, il y a un rapport qui est fort bien foutu, puisqu'il a carrément remis à l'identique. Voilà. Donc, franchement, Vanzi, Fabrice Le Hénaff, chez Casterman. Voilà. C'est vraiment une très bonne BD. Voilà, ça fera partie des BD de l'année. Hein. Enfin, en tous les cas, si je fais un BD de l'année, je pense que je le ressortirai parce que c'est hyper bien foutu. Et donc, 2 livres d'histoire lus. Je me suis pas foulée quand même, hein, depuis le mois de mai. Je sais pas, cette année. Après ma pavasse de Churchill, là, qui est juste là. Non, là-bas. Là. Je sais pas. J'ai lu beaucoup de BD historiques. J'ai lu des petits trucs comme ça, des traités. J'ai lu pas mal de magazines d'histoire. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins sauté sur des bouquins. J'ai vu beaucoup de bouquins qui m'intéressaient. Je dois avouer qu'en fait, quelquefois, c'est le prix qui m'a un peu... voilà, parce que 25 à 35
25 à 30 euros dans un bouquin d'histoire, c'est normal. Après, quand vous avez des bouquins à 200 pages qui sont déjà à 30 euros, 35 euros, déjà là, vous dites merde, ça va, surtout sur des sujets que vous connaissez et sur lesquels vous avez déjà lu. Si c'est pour vous, en gros, vous confirmer que vous connaissez le truc, voilà, c'est pas la peine. Mais il y a quand même pas mal de bouquins que j'ai repérés qui sortaient là, qui me plaisent beaucoup. Et puis je suis en train de changer de période, enfin pas de changer, mais d'évoluer sur une période. Et donc du coup, voilà, peut-être que je vais abandonner de temps en temps mes guerres pour m'égarer. Égarer. Oh, bravo Olivia. Pour m'égarer ailleurs. Voilà. Donc j'ai lu, et c'était un livre qu'on m'a offert. Donc Laurent Pfaft. Donc ça s'appelle Nous étions des malgré nous, des Alsaciens incorporés dans la Wehrmacht. Alors l'auteur en fait nous parle de sa famille, des générations depuis 1870 qui à chaque fois sont retrouvées au gré de l'annexion de ces provinces, ou allemands ou français. Et vas-y que voilà. Donc certains même entre eux dans la même famille se sont retrouvés opposés dans une guerre. Et il va parler de ces incorporés de force dans la Wehrmacht. Alors oui, il y a eu des incorporés pas de force. Oui, il y a les malgré nous qui étaient dans des unités qui ont fait des exactions. Oui. Et oui, effectivement, c'est toujours très très souvent, on va dire 90%, les auteurs sont issus d'Alsace et ont une ramification avec cette histoire-là. C'est assez rare un livre qui parle des malgré nous, mais qui parle en tous les cas, qui est écrit par quelqu'un d'autre, quelqu'un du camp, on va dire, pas opposé, mais qui aurait des griefs, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que c'est encore quelque chose... En fait, c'est une histoire de famille. Et qu'on parle de Guillaume, de Charles, etc. Et qu'on les suit sur toutes ces années, c'est-à-dire de début du XXe siècle jusqu'à la guerre, etc. Il y a la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Certains qui s'affrontent dans les tranchées, du part et l'autre de chaque, on va dire, côté français, côté allemand. Et puis ces gens sacrifiés, ces personnes qui vont se sacrifier quelquefois aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre de... Comment dire, qui fait aussi le lien sur ce que vous pouvez avoir entendu sur les malgré nous. Moi, je connais certains parce qu'il y a beaucoup d'Alsaciens qui ont fui l'avancée des troupes nazies et qui sont arrivés en Périgord pendant l'espèce d'exode des Alsaciens, qui sont arrivés en Périgord et qui y sont restés pour certains, pour de nombreux d'entre eux d'ailleurs, et qui, quelquefois, ont eu dans leur famille des malgré nous. Voilà. Y a des BD sur le sujet aussi que j'avais lus qui sont vraiment bien faites, notamment le voyage de Marcel Grob, qui est différent aussi, lui, parce que voilà. Mais c'est une histoire intéressante à lire. Moi, c'est un livre, c'est facile à lire, c'est fluide, il n'y a pas de... ça se lit comme un roman, en fait. Ça serait la biographie d'une famille, comme le titre « Nous étions des malgré nous ». Lui, il retrace l'histoire de famille, de ces enrôlés perpétuels, de tout ce qui s'est passé, de ce côté amputé d'un morceau de France, de ces gens qui sont français et qui se retrouvent allemands, de ces gens qui pensent qu'ils sont véritablement allemands et qui se retrouvent français, voilà. Donc il y a toujours ce côté petite histoire qu'il a replongé dans la grande histoire, voilà. Sachant que c'est quelqu'un qui a écrit des biographies, notamment je crois qu'il a écrit celle de De Gaulle et qu'il en a fait une, je crois, sur Simone Veil, voilà. Donc moi j'ai bien aimé mon histoire. Après, comme je vous dis, il faut connaître, et si vous connaissez pas, je pense que c'est un bon livre pour commencer ce sujet-là des malgré nous. Voilà. Je peux pas vous dire plus, voilà. Et on finit par une dame. Oui, une dame. Alors attention, une dame décriée, une dame mystérieuse, une dame très méconnue, même encore maintenant elle a ses belles zones d'ombre. On a un portrait assez
pas fidèle, parce que ça peut pas être fidèle vu qu'il a écrit, mais du journal de son mari, on en a des gros traits. Il l'a détesté autant qu'il l'adorait, même il l'a méprisé autant qu'il l'adorait. Je parle de Magda Goebbels. Oui, bah oui, vous allez voir. Voilà, donc c'est Anja Klabund, donc c'est chez, voilà, à chaque fois, texto. Alors, elle est très méconnue, Magda Goebbels, notamment en France. C'est une jeune femme intelligente, belle, parce que, voilà, hein, quand vous voyez le mariage, hein, la belle et la bête, hein, dans tous les sens du terme. Elle est élevée, elle est très bien éduquée. Elle est élevée par un beau-père qui l'adore, très affectueux, qui est juif. Son premier grand amour est un jeune homme juif qui va d'ailleurs finir par être, dans la future Israël, un des ministres des Affaires étrangères. Il est ministre, en fait. Oui, non, en fait, il meurt, mais je ne me rappelle plus quand. Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est pas lui qui devient ministre. Bon, bref, on s'en fout. Bref, son premier amour est juif, sioniste, ouvertement. Elle va se marier assez jeune à un protestant. C'est pas un mariage d'amour, hein, loin de là, mais c'est un mariage d'arriviste. C'est-à-dire que c'est une femme qui, une jeune femme et une femme, qui toute sa vie durant va chercher la lumière, la gloire, le pouvoir, la postérité, et qui va avoir un enfant avec son premier mari, va divorcer, et va croiser d'abord le national-socialisme qui va lui ouvrir, je ne sais pas si ça va lui ouvrir les perspectives, mais en tout cas ça lui ouvre la possibilité de devenir puissante. Et ce côté Troisième Reich millénaire, elle entrevoit en fait ce côté prestige, grandeur, et elle va plonger tête baissée là-dedans pour, en fait, elle va entrer en national-socialisme comme elle va rentrer, serait rentrée en religion, si vous voulez, et elle va croiser lors d'un discours ce fameux Joseph Goebbels, qui produit des discours très haineux, très vindicatifs, qui ne ressemblent strictement à rien, hein, mais qui va l'éblouir par sa façon de parler. C'est vrai que si... Alors, toute proportion gardée sur la teneur des discours, on s'entend bien. Mais si vous regardez des archives, parce que oui, il en existe, c'est quelqu'un qui, comme Hitler, avait appris à parler en public, à s'exprimer en public, à fasciner un auditoire. Et ils avaient ce côté un peu, on va dire, fascinant dans le sens où quand vous les voyez sur la tribune, vous ne pouvez pas vous empêcher d'écouter, de les regarder, même si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez juste envie de les flinguer, mais ils ont cette aura-là. Et elle va être fascinée par Joseph Goebbels, elle va l'épouser, et elle va devenir, en gros, la première dame du régime, puisque, comme vous le savez, Hitler n'est pas marié, même s'il a Eva Braun dans sa vie, mais voilà. Et elle va devenir la façade, parce qu'elle est, je ne sais pas si vous avez Eva Braun, mais enfin, elle est un peu à l'opposé de la belle Magda Goebbels, qui a, voilà, qui est bien posée déjà. Et on va avoir le cheminement de cette femme qui est très mystérieux, à l'instar de ces millions d'hommes et femmes qui vont suivre aveuglément ce fanatisme-là du national-socialisme. Voilà. Qui vont suivre ce côté, je sais pas, qui vont plonger dans cette espèce d'obscure doctrine. Et elle va prendre une place prépondérante dans la vie. Alors, Hitler est quelqu'un qui lui voue une profonde admiration. Elle est un peu la femme parfaite du Troisième Reich, on va dire. En plus, elle pond 6 gosses qui sont aussi blonds qu'elle, pratiquement, et qui sont un peu sur son modèle,
fort heureusement pour le pauvre gosse, et qu'elle va entraîner dans la mort parce qu'elle va pousser l'obsession et le fanatisme jusqu'à empoisonner ses enfants, dont un qui ne voulait pas, parce qu'il y a bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais voilà, on a constaté qu'il y avait des traces il s'est débattu visiblement, il ne voulait pas y aller, voilà. Mais elle va les sacrifier sur l'autel en se disant de toute façon personne après ne peut survivre à ça. Hitler avait un peu le rôle du conseiller conjugal entre les époux Goebbels. Ça n'était pas le grand amour des masses. Voilà. Je vous dis, il l'adulait autant qu'il l'a méprisé quand même. Donc ça devait être folklore des fois. Mais voilà, elle va lier son destin à cet homme, à cette idéologie. Elle, la jeune femme cultivée, bien éduquée, qui a été élevée par un beau-père juif. Non, mais je vous dis, elle est très mystérieuse, très intrigante aussi, et on se dit qu'en fait, l'aveuglement pour le pouvoir, la lumière, le prestige, la grandeur, la volonté d'être l'attraction peut mener à un aveuglement pur et dur, quoi. Voilà. Alors, ça fait partie des rares romans qui sont consacrés à Magda Goebbels. Moi, j'ai eu droit, notamment dans les journaux de Goebbels, les deux Pavas d'hommes, là. Voilà. Donc, mais franchement, c'est un livre assez intéressant pour voir aussi les arcanes. C'est-à-dire que Goebbels, quand il commence à faire ses discours, il est quand même assez modéré. Assez modéré, quand même. Il modère le patron, c'est-à-dire que voilà, ils essayent de bien passer auprès de la Société des Nations quand même, parce que bon, ils arrivent, ils disent pas tout de suite, on va tous vous tuer. Voilà. On va pas polémiquer pendant 50 ans. Voilà. Non, il enrobe, voilà les choses. Et donc, elle est la parfaite vitrine, quoi. Elle est l'Arienne parfaite, très, très belle. Bon, elle est un peu olé. Voilà. Mais, oh ben merde, à la fin, bon bref. Mais je vous assure, moi j'ai appris des trucs, parce que forcément, il y a des choses sur Magda Goebbels qui ne m'avaient pas vraiment fascinée au début. Mais c'est une femme assez mystérieuse et assez fascinante, comme toutes les femmes de nazis. Je sais qu'il y a un livre qui fait femme de l'Asie, je l'ai survolé, etc. C'est vraiment survol, c'est un survol de toutes ces femmes-là, mais vraiment un gros survol. Voilà, c'est ce que vous pouvez, si vous le lisez, c'est la base. Voilà, c'est le minimum qu'on peut savoir sur ces femmes-là, sachant que moi, je vous dis, dans le journal de Goebbels, on apprend beaucoup sur sa femme, puisqu'il en parle, dans les mémoires, dans les mémoires de certains généraux, de gens qui les ont approchés, on en apprend pas mal sur elle aussi, mais là, vraiment, c'est... Voilà. C'est une femme qui a toujours cherché le prestige et la position sociale. C'est-à-dire que son premier mari, Kant, était quand même un industriel protestant qui avait 20 ans de plus. Donc elle cherchait toujours à s'élever beaucoup plus haut que ce qu'elle n'était. Voilà. Donc très intéressante femme. Enfin, vous m'avez compris. Commencez pas... Voilà. Non, parce qu'il y en a qui ne comprendront pas, mais non. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que ce n'est pas du tout ma fascination. C'est un intérêt très certain pour la période, parce que c'est une des périodes d'histoire que j'aime. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, Première Guerre mondiale, Révolution industrielle, une partie du Moyen-Âge, notamment la période Guerre de 100 ans, Aliénor d'Aquitaine, et la partie pré-Renaissance. Voilà. Ça, c'est mes parties... et l'URSS. Ah oui, celle-là, je la cite rarement, mais oui, je m'y connais très bien en période 17-53. Et quand je dis très bien, vous avez qu'à lire De Retour en URSS. J'ai pas eu besoin de faire de recherche. Voilà. Donc, je plaisante, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est mes périodes d'histoire. Après, vous allez peut-être voir plus souvent des trucs sur la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est mon domaine de prédilection, vraiment. Mais voilà, en gros... c'est mes périodes d'histoire. Voilà ce que j'ai lu pour depuis le mois de fin mai, on va dire. Ça, c'est cet été. Je les ai lus cet été, voilà, avec des avis mitigés pour les deux. Et là, c'est vraiment des bons bouquins. J'ai vraiment apprécié mes deux lectures, là, Magda Goebbels et Nous étions des malgré nous.
Prochain livre d'histoire, il y en a un qui parle du fils de Napoléon et l'autre qui parle d'Eva Braun. Deux qui parlent d'Eva Braun. Voilà, donc je suis à la fois avec l'époque napoléonienne et post-napoléonienne et avec la Seconde Guerre mondiale. Enfin, avant la Seconde Guerre mondiale et après. Enfin, et pendant. Voilà, donc franchement, oui, moi je diversifie mes petits trucs. Alors j'avais envie de lire quelque chose sur la Révolution française, notamment la période 92, 93, 94, qui me passionne beaucoup plus que 89. Mais j'ai vu ce sublime documentaire sur France 2 qui retraçait 89 jusqu'à 95. Ça n'a pas calmé mon envie de relire, mais du coup, j'ai pas fouillé toutes les bibliothèques. Et j'ai pas retrouvé le bouquin que je voulais. Et je m'inquiète parce que je sais pas où il est. Et ça m'inquiète beaucoup. Donc je sais ce que c'est. Si je le retrouve d'occasion, je l'achèterai. Donc il n'est pas dit que début de l'année prochaine, je me replonge dans la Révolution. Mais surtout dans ces années-là, j'ai vraiment envie. Et j'ai vu le Camille Desmoulins avec son épouse là. Oh là là, je l'aime. Le Camille Desmoulins. Le bouquin aussi, mais... Non, pas sa femme. Mais voilà. Donc je pense que vous allez voir peut-être l'année prochaine plus de Révolution française. Bon, ça n'empêchera pas que j'achèterai des livres sur la Seconde Guerre mondiale, hein, excusez-moi du peu, et notamment du côté allemand, parce que voilà, quand on a une obsession, on a une obsession. Hein. Mais une marotte, quand on a une marotte en histoire, on a du mal à se sortir de sa marotte. Hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si ça vous arrive, si vous aimez l'histoire, mais si vous aimez l'histoire à une période particulière, c'est très, je pose parce que c'est très compliqué de se détacher de sa période de prédilection et celle que vous aimez particulièrement. Voilà. Donc c'était le point histoire, donc de tous les livres que j'ai lus. Donc voilà, j'ai lu Magda Goebbels, je l'ai lu en juillet. Donc Nous étions malgré nous, je l'ai lu juste avant. Donc voilà. C'était mes lectures, on va dire, estivales. Ça vous va? Oui. Et dans le challenge Péton Slip, j'ai dépassé les 20. Je suis contente. Je crois que je suis 20 piles. Oh, on s'en fout, 20. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochain vidéo, c'est donc le book haul qui est parfait, mais je vous signalerai avant, dès que je commence, les 3 livres qui me manquent et qui vont m'arriver sous peu. Voilà. Mais quand je tourne, je les ai pas encore parce que ma librairie, il y en a un qui sort, qui va sortir bientôt, et l'autre qui est en commande, et la commande est retardée, enfin la livraison est retardée depuis pratiquement une semaine. Donc voilà, je sais pas, il y a un problème d'acheminement. Ça arrive, hein, ça peut arriver, voilà. Mais c'est un livre qui est pas vieux, mais il met du temps. Il est en vacances. Ça arrive. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, j'espère que vous avez aimé mon point histoire. Prochain point histoire, on est en septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, sûrement décembre. D'ici là, je me serais tapé les 2, là. 3. Non, peut-être pas 3. Il y en a un que j'aurais pas lu quand même. Il faut pas exagérer, Elisa. Avec tout ce que tu as à lire, tu vas peut-être pas lire 3 livres d'histoire en 3 mois. Quoique. Non, quand même pas. Cette année, ça va être un peu moindre en histoire. Oh, oula, Lisa, elle va pas bien.